D'un point de vue structurel, pour parler un peu comme Claude Lévi-Strauss, il n'existe pas de société où il n'existe pas de rituel autour de la fin de vie et de la mort. Donc c'est en cela que c'est bien quelque chose, c'est bien un fait social qui répond à des sensibilités de société, à des valeurs de société et qui, du coup, se transforme, bien sûr, quand on s'inscrit sur une logique historique, se transforme au fil du temps. Donc, c'est bien cette démarche-là qui, moi, m'inspire dans mes travaux, aussi bien théoriques que le travail que je fais avec les équipes dans les EHPAD, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, qui sont de plus en plus confrontés à cette question de la fin de vie et de la mort. C'est sûr qu'anticiper les soins palliatifs, c'est un enjeu de parole, et d'échange, mais le problème c'est que personne n'a envie d'en parler, et qu'en plus il y a un espèce d'effet pervers qui est que plus tard on en parle, plus ça fait peur et plus c'est dur d'en parler. Donc je pense que pour qu'on arrive à avancer en termes d'anticipation, il faut non seulement une capacité à parler de la fin de vie, mais il faut un système de soins qui structurellement organise cette anticipation et rend l'accès à l'anticipation incontournable. Certains patients n'auront jamais envie d'anticiper, et ça c'est très bien qu'ils aient cette liberté-là. Mais que par contre le système de soins puisse ne jamais leur proposer d'anticiper, ça c'est un problème majeur. À la suite du projet qu'on a fait sur le suicide des personnes âgées, on a lancé un projet qui s'appelle Mal-être au grand âge, où on s'intéresse justement aux expressions du mal-être, comme peut-être une explication aussi du suicide des personnes âgées, sans considérer a priori que ce mal-être a quelque chose de pathologique. Et ça, c'est une différence d'approche par rapport à d'autres disciplines où finalement le suicide, pour certaines de ces disciplines, va être réduit à finalement quelque chose qui est d'ordre psychopathologique, c'est-à-dire une maladie mentale et puis souvent on va mettre en avant la dépression. Donc soignons la dépression et on fera disparaître le suicide d'une certaine manière. C'est un peu ça qui nous est dit dans les discours de prévention. Pour nous, je pense que l'enjeu, c'est d'essayer de mieux comprendre et mieux écouter ce mal-être sans forcément l'assimiler à quelque chose qui est psychopathologique, mais plutôt s'intéresser à un parcours de vie. Qu'est-ce qui fait que quand on arrive à 90 ans, on choisit de se suicider, on se suicide dans les grands âges? Est-ce que ce sont des éléments précipitants qui surviennent dans le grand âge? Est-ce que c'est le fruit de tout un parcours de vie? Cette réflexion sur la fin de vie, pour moi, elle a été simultanée à l'annonce de la maladie. Dès que j'ai su que j'étais atteinte de cette maladie incurable, immédiatement, je me suis posé la question. Alors, la seule chose, c'est qu'actuellement, quand on parle de suicide médicalement assisté, et je ne parle pas d'euthanasie, mais de suicide médicalement assisté, le moment venu par rapport à ma maladie, c'est complètement illégal. La même illégalité, on la retrouve par le fait qu'il soit extrêmement facile d'acheter du pentobarbital en ligne. Pentobarbital achat en ligne, je l'ai trouvé extrêmement facilement, sans même s'interroger sur le fait que je sois majeure ou pas, comme tout achat en ligne. Et pire, en ce moment, c'est la période des soldes, et il y a des soldes sur le pentobarbital. Enfin, je préfère sourire, mais on est dans l'illégalité et dans l'hypocrisie. C'était extrêmement facile. Il y a un problème de coût, parce que ça coûtait 500 €, mais illégal. Avec le risque, d'abord, que le produit, qui n'est bien sûr pas un produit vendu en officine, puisqu'il faut l'acheter en ligne, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas son dosage, on ne connaît pas la qualité pharmaceutique du produit, avec le risque, bien évidemment, d'un échec, tout simplement. Donc, des souffrances accrues. Moi, j'attends de la future convention qu'il y ait un regard critique, ouvert, adulte, sur qu'est-ce que c'est que la fin de la vie, qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs, qu'est-ce que c'est que l'éthique du care en plus du cure, qu'est-ce que c'est le prendre soin par rapport aux soins, et puis, qu'est-ce que ça veut dire vraiment euthanasie active directe, qu'est-ce que ça veut dire suicide assisté, qu'est-ce que ça veut dire sédation continue, profonde, maintenue jusqu'au décès.
pour moi, c'est un enjeu peut-être essentiel dans le débat qui s'ouvre. C'est comment demander à la médecine, qui s'est vu confier la question de la fin de la vie, on peut avoir une opinion là-dessus pour ou contre, mais c'est un fait. Comment faire que les acteurs de la santé, et les médecins en particulier, sachent démédicaliser ou ne pas surmédicaliser la question de la fin de la vie. Une des conséquences du progrès, c'est le vieillissement en bonne santé. Bon. Mais le corollaire de ce progrès, c'est le fait qu'il y a aujourd'hui des personnes âgées qui cumulent des pathologies. C'est ce qu'on appelle des polypathologies liées à l'âge, qui cumulent plusieurs pathologies synchrones, à des pertes de leur indépendance, et parfois avec des troubles, une atteinte de leur autonomie. On crée, en quelque sorte, des situations de grande complexité qui confrontent pendant assez longtemps des personnes à la question de la finitude, de la fin de leur existence, voire de la fin de leur vie. J'avais une mère âgée de 92 ans qui, au moment de son veuvage, il y a 3 ans, a totalement perdu la vie. Lapsus, a totalement perdu la vue et s'est retrouvée à vivre seule dans une résidence-service, accompagnée par un auxiliaire de vie. Et la survenue de cette cécité a provoqué chez elle une envie de mourir, une difficulté dans cette rupture sociale qu'elle a vécue. C'était une bridgeuse, elle avait beaucoup d'amis et tout d'un coup elle se retrouve isolée à cause de cet handicap. Donc en décembre, elle mange de moins en moins, ça passe plus, elle maigrit et je me dis c'est peut-être le moment pour moi de pouvoir appeler les soins palliatifs. Ce que je fais en janvier, alors je commence par appeler l'unité de soins palliatifs où je l'avais emmené voir un médecin pour la douleur et là il me dit non mais faut qu'on évalue sa dépression, il faut qu'elle aille en gériatrie, qu'elle soit vue par un psy, etc. Et là je me dis mais c'est pas du tout le sujet. Est-ce que la dépression, est-ce que la situation qu'elle vit rend la dépression curable, surtout qu'elle était déjà sous traitement antidépresseur à forte dose. Et donc j'appelle une autre unité en disant mais est-ce que vous prenez les souffrances, les gens qui souffrent qui présentent une souffrance existentielle, une perte de sens de leur existence. Et là, oui. Donc pour moi, c'est comme une source d'espoir avec un collègue qui me dit écoutez, il faudrait simplement l'évaluer, mais on peut sur une demande réitérée, on peut la prendre parce que moi dans ma tête c'était imaginer d'aller vers une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Peut-être c'est lié à l'endroit où je travaille qui est quand même plutôt rural, mais par contre c'est jamais moi j'ai jamais rencontré des conflits idéologiques. On est dans l'idéologie résiste pas au réel. On est dans les conflits du réel, c'est-à-dire la réalité de la maladie, l'horreur du réel qui frappe et qui peut déclencher de la colère, de la peine, de la tristesse. Ça, c'est complètement légitime, bien sûr. On se rend compte quelque part que c'est comme si j'allais vous dire que le débat est biaisé dès le départ, parce qu'en fait, on se projette sur comment je serai quand je serai en fin de vie, alors qu'on se rend compte en fait que lorsqu'on arrive justement en fin de vie, que ce soit de quelques mois à quelques semaines, eh bien, on réfléchit et on n'est plus tout à fait les mêmes. Et ça, c'est très prégnant, en fait, que les soignants le disent. C'est pour ça qu'on s'insurge quand on entend parler de l'association pour le droit à mourir digne, etc. Nous, sur le terrain, on constate que même ces patients qui arrivent vraiment en tambour battant, nous disant écoutez, là c'est fini, je hurle, je souffre à la mort et je n'ai qu'une envie, c'est vraiment que vous finissez, que je n'ai qu'une envie, c'est d'en finir, et je suis là pour ça d'ailleurs. Et on se rend compte que finalement, tout au long de leur séjour, une fois que la souffrance est soulagée, clairement, la question ne se pose plus. Et ça, c'est vraiment courant. On sait que certaines souffrances, en particulier avec les soins palliatifs, a émergé cette notion de souffrance totale, et que parmi les 4 composants de la souffrance totale, il y a la souffrance spirituelle, qui renvoie à la problématique de la sécularisation, la souffrance psychologique. Donc certaines souffrances sont faciles à apaiser, d'autres le sont beaucoup moins.
Et on voit bien ici tout ce processus qui va se heurter à des injonctions sociétales très fortes. Soyez autonome, anticipez votre fin de vie, mais, et on va voir là émerger un obstacle qui est quand même récurrent au cours du XXe siècle, anticiper, mais pas jusqu'à l'anticipation d'une aide active à mourir ou de l'euthanasie en France. Alors c'est bien un marqueur d'inégalité sociale très très forte, et la possibilité d'être acteur jusqu'au bout de la vie, eh bien, va être là aussi un facteur d'inégalité sociale. C'est un des grands points importants de notre société aujourd'hui. Soyez autonome, mais tout le monde n'a pas, pour parler comme Bourdieu, le capital social, le capital économique, le capital culturel, etc., pour y avoir accès. On ne peut pas continuer à imaginer que les soins palliatifs, ce ne sont que les acteurs spécialisés en soins palliatifs, parce qu'il y a 662 000 décès approximativement en France chaque année, et que tous ces décès n'auront pas besoin des ressources complexes des acteurs spécialisés de soins palliatifs, et que de toute façon, ce ne sera pas possible en termes ne serait-ce qu'en termes de nombre de soignants. Et donc, si on veut pouvoir appliquer la loi, qui est que l'ensemble des patients aient accès aux soins palliatifs, il faut rendre l'ensemble du système capable de les proposer. Et concrètement, ça veut dire quoi? Capable de parler des symptômes, capable de parler de qualité de vie, capable de mettre le choix du patient au centre du dispositif et capable d'anticiper la fin de vie. Pour pouvoir parler de la fin de vie, il faut aussi parler de la mort et de comment meurent les gens. Et puis, dans ces questions-là, il y a une question qui, moi, m'intéresse plus particulièrement, même si elle représente finalement un petit pourcentage de morts, mais c'est la question du suicide. Puisqu'on a chaque année en France à peu près 10 000 suicides. Alors bien sûr, c'est peu sur les 600 000 morts, mais c'est quand même un type de mort qui interpelle. Et surtout quand on regarde justement, et moi je suis socio-anthropologue des âges et du vieillissement, quand on regarde les taux de suicide des personnes âgées, et des hommes âgés en particulier, on voit qu'ils sont jusqu'à 10 fois supérieurs à ceux des jeunes, voire à ceux tous les âges confondus. Pour les hommes de plus de 85, plus de 90 ans, on a des taux qui sont supérieurs à 120 pour 100 000, alors qu'on est à 10 pour 100 000, tout âge confondu. Donc il se passe quelque chose quand même du côté du grand âge et du côté du suicide. Et à mon avis, ça fait partie des choses dont il faut discuter. Dire qu'on ne puisse pas avoir de morphine à un patient d'un pays très pauvre alors que la morphine ça coûte 15 centimes, c'est absolument inacceptable et intolérable. Il y a une initiative qui est très intéressante qui est portée actuellement au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire en sorte que l'accès au traitement de la douleur puisse être considéré comme un nouveau droit de l'homme fondamental. Si l'accès au traitement de la douleur c'est un nouveau droit de l'homme fondamental, il y a deux corollaires majeurs à ce point. Le premier, c'est que la démarche de soins palliatifs, de soins d'accompagnement, de soins de support devient intégrée à toute démarche médicale. Et on comprend que le prendre soin s'intègre complètement dans le soigner. Soigner et prendre soin, care et cure, c'est la même chose, c'est pareil. On n'a pas, je fais un traitement curatif pendant très longtemps, puis à un moment, tac, il y a un tipping point et puis ça devient un traitement palliatif. Non, ça se passe pas comme ça. Ma mère a pu exprimer, mais d'une façon magistrale, la souffrance existentielle qu'elle présentait, avec cette perte de sens, cette dépendance accrue, et surtout, elle décrivait la nuit d'énormes angoisses, la sensation d'être au bord d'un précipice, d'être sur un abîme, des choses extrêmement difficiles. Et donc, ma collègue là de soins palliatifs me dit, écoute, je vais faire une demande anticipée. Elle est revenue 15 jours plus tard. Enfin voilà, je voulais pas être actrice de ça. Et puis ma mère a pu aller en soins palliatifs. Et là, ça a été un soulagement mais extraordinaire. Elle a pu se poser. Elle a pu trouver du répit. Elle a pu appeler tous les gens qu'elle aimait pour leur dire au revoir.
Elle a pu être coucounée, étayée, accompagnée, maternée. Moi, j'ai pu laisser tomber cette place que je trouvais horrible d'être fille et médecin. J'ai pu devenir que fille. Et ça a duré, donc il y a une quinzaine de jours extraordinaires où il y avait un apaisement sous anxiolytique, tranquille. Elle s'est mise à manger des framboises sans arrêt. Enfin, c'était le grand plaisir. Et puis ensuite, bon, elle a découvert les massages, enfin des trucs comme ça qu'elle avait pas imaginé. Et il y a eu une confusion qui s'est installée. Le jeune médecin qui était formidable a cherché à traiter cette confusion et puis on n'y arrivait pas. Et là, il a démarré une sédation progressive, mais qui s'est révélée terminale parce qu'il n'a pas pu la lever. Et donc, elle est morte au bout de 6 jours de sédation. Voilà. Et donc moi, je suis en pleine période de deuil parce qu'elle est morte il y a moins d'1 mois, mais en fait totalement apaisée d'avoir pu lui donner accès à cet accompagnement-là et soulagée d'une façon incroyable d'avoir pu de la voir aussi tranquille au moment de mourir. Moi, je me sens très seule. Je me sens très seule parce que cette maladie neurodégénérative, qui est incurable, qui va faire que je ne serai plus moi-même. Je ne serai plus telle qui est en ce moment en train de parler, qui est en train d'expliquer rationnellement, qui arrive sur un chemin. D'abord, c'est pas le cas tous les jours. Et puis, si je le fais aujourd'hui, je sais que ça sera de moins en moins le cas. Donc, une solitude, d'être contrainte d'accepter une dépendance que je refuse. Et cette contrainte et cette dépendance, c'est celle d'évoluer vers les soins palliatifs, puisqu'actuellement la loi fait qu'on évolue vers des soins palliatifs, donc on accepte que la personne vive dans la dépendance. Alors là encore, soit on a une structure familiale très organisée, très disponible, avec des moyens conséquents, où on peut avoir quelqu'un pour le jour, pour la nuit, quelqu'un qui va venir pour les soins, qui est pour vous stimuler physiquement, psychiquement, pour la parole. D'accord, ça devient une PME, il faut quand même avoir une logistique et des personnes dans votre entourage qui acceptent de se mobiliser pour gérer cette logistique. C'est pas forcément possible pour tout le monde. Donc, on voit bien, et je mets pas ici mes valeurs, mais que pour un certain nombre de citoyens, puisqu'on nous incite à être citoyens aussi jusqu'au bout de notre vie, eh bien, un certain nombre d'entre eux vont dire, attendez, il manque quand même une dernière étape. Je veux bien préparer mes directives anticipées, qui sont facilité depuis la loi Leonetti et renforcée avec la loi Claeys-Leonetti. Je veux bien, au cas où je ne suis plus en capacité d'exprimer mes souhaits, mes volontés, désigner une personne de confiance. Je veux bien même m'assurer avec des assurances décès, des contrats obsèques, etc. Mais pourquoi est-ce que on me bloque jusqu'à la capacité à décider de ne pas vivre d'agonie, qui est quand même une étape du mourir difficile, qui peut être considérée comme une atteinte à la dignité. On voit bien comment émergent aujourd'hui et sont renouvelés ces débats autour de cette logique d'être un individu autonome à qui on reconnaît des choix jusqu'au bout de la vie. On a posé successivement la question à un échantillon de 1000 Français de plus de 18 ans, de est-ce qu'ils se sentaient bien informés
Est-ce qu'ils étaient au courant qu'il y avait des lois sur la fin de vie d'abord? Est-ce qu'ils avaient l'impression de les connaître? Et puis après ça, on a cherché s'ils les connaissaient vraiment. Et on a cherché s'ils les connaissaient vraiment en posant 8 questions sur des choses fondamentales comme le refus de soins, le dispositif de directive anticipée de personnes de confiance et la sédation profonde et contenue jusqu'au décès. Il y a 3 Français sur 4 qui disent qu'ils savent qu'il y a un dispositif législatif qui encadre la fin de vie. Non. C'est très bien, ça fera quand même 1 sur 4 qui ne sait pas. Il y en a à peu près 1 sur 2 qui dit qu'il se sent bien informé. Et moi, m'inquiète moins parce que c'est intéressant de se sentir pas bien informé, c'est déjà un souci qui permet d'apprendre des choses. On va y revenir après. Et par contre, quand on regarde ceux qui, sur les 8 questions qu'on a posées pour avoir une idée de l'information, ceux qui répondent de manière correcte à 6 sur 8 de ces questions, il n'y en a plus que 16%. Ce qui est extrêmement impressionnant. Et qui plus est, on a essayé de croiser la question sur est-ce que vous vous considérez comme bien informé de ceux qui l'étaient objectivement. Il n'y a qu'une personne sur 5 qui se considère comme bien informée qui l'est objectivement. On peut se rappeler la date, loi 1999 qui vise à développer les soins palliatifs en France. On est en 2023 quand on fait l'état des lieux et on a suffisamment aujourd'hui de données concrètes, chiffrées, etc. On voit d'une part ces grandes inégalités territoriales en termes d'accès aux soins palliatifs et au regard des besoins éventuellement et même des demandes par rapport aux personnes en fin de vie, aujourd'hui, cette possibilité d'accès reste pour certaines personnes inaccessible, malheureusement. Et c'est ce qui peut aussi conduire on s'inscrit ici sur des modèles sociétaux de la belle fin de vie, entre guillemets, je mets à chaque fois beaucoup de guillemets, et de la belle mort. Certaines personnes vont dire, moi, en tant qu'individu pour qui on m'encourage à m'autodéterminer, je n'ai pas non plus envie d'aller en soins palliatifs. Je veux pratiquement ne pas vivre cette étape-là et avoir accès, du coup, à une aide active à mourir et voir, au regard de ce qui se passe aussi au niveau européen, avoir le droit de choisir ça. Il faut que se nourrisse la réflexion des citoyens et la réflexion des parlementaires. Ces questions de la fin de vie, si on n'en discute pas, la seule manière de la penser, c'est en référence à des histoires personnelles. Il faut pouvoir prendre du recul. Mais quel message on donne à une société si on décide, sans que ça pose de questions, que le médecin est celui qui soigne et puis qui peut administrer un produit létal? Quel message on renvoie à une société si on n'émet aucune réserve autour de la question de l'assistance au suicide? Quel message on donne à une société si on n'associe pas dans notre réflexion sur l'évolution du droit la nécessité d'avoir une réflexion sur les solidarités vis-à-vis des personnes les plus vulnérables? Moi, j'ai été marqué dans un avis que que j'avais eu l'occasion de coordonner, l'avis 128 du CCNE sur les personnes âgées et les enjeux éthiques du vieillissement. J'avais été très marqué par la réalité du suicide des personnes âgées. Un certain nombre de personnes âgées se suicident parce qu'elles souffrent d'un sentiment d'indignité. Elles ne sont pas indignes, mais elles ont un sentiment d'indignité qui est fait d'un sentiment d'inutilité, d'être une charge pour autrui, de ne plus exister dans une société qui exclut, entre guillemets. Il y a un peu le paradoxe qui existe à parler de l'assistance au suicide au moment même où on veut lutter contre certaines formes de suicide, je cite celui-ci. Donc on ne peut pas ne pas débattre de tout cela. La solution de l'étranger, la Belgique, ça veut dire accepter d'attendre 6 mois. 6 mois entre le moment où on considère et on ressent que son état s'est tellement aggravé que l'on souhaite une fin de vie, attendre 6 mois de plus. Donc 6 mois de souffrance physique, psychique, pour le malade, mais aussi pour son entourage.
Reste aussi la solution suisse, mais la solution suisse, outre l'adhésion, a un coût de 10 000 €. Donc là, en fait, il y a malgré cette illégalité, on trouve des solutions, toujours dans l'illégalité, elles existent. La question, c'est maintenant que faire. Les lois aujourd'hui, déjà en France, on a un corpus législatif impressionnant sur la fin de vie. Et déjà, le premier sujet pour moi, c'est qu'on a beaucoup de lois et pas beaucoup d'effets sur le terrain. Théoriquement, dans notre loi, dans le Code de santé publique, on devrait, nos concitoyens ont tous un droit à être pris en soins palliatifs, être pris en charge quand ils souffrent ou quand ils sont en fin de vie et que c'est douloureux et que c'est compliqué. Ça fait 25 ans que c'est dans le Code de santé publique et ça n'est pas sur le terrain. Il faut reconnaître que non. Beaucoup de gens sont abandonnés, beaucoup de gens leurs douleurs ne sont pas prises en charge, et ça c'est un vrai sujet. Alors ces débats, faut être honnête, sont ouverts par ceux qui veulent légaliser une aide active à mourir et qui poussent pour ça. Il faut être aussi honnête. Aujourd'hui, les lois, quelles qu'elles soient, l'ensemble des lois chez nous, accompagnent relativement bien ou permettent d'accompagner relativement bien, quand on a les ressources, les gens qui vont mourir. Ça répond pas du tout aux gens qui veulent mourir. Depuis le début, donc depuis que je sais que j'ai cette maladie neurodégénérative qui fait que ça n'est pas à 80 ans que je me poserai la question ou à 70 ans que je me poserai la question. Donc, j'ai essayé d'être très consciente et d'avoir une démarche d'analyse, à savoir, jusqu'où je vais rester ancrée dans le contrôle. Et pour moi, c'est une assurance, l'assurance d'être entendue à un moment donné. Alors, je parle d'une assurance parce que c'est pas parce que j'aurais trouvé le professionnel de santé et la méthode qu'il faudra, parce que j'ai eu une journée, une semaine vraiment difficile, qu'à ce moment-là, je dirais ça y est, c'est le moment de passer au suicide médicalement assisté. Non, c'est juste la notion d'assurance, d'être entendu pour ne pas me laisser sombrer dans la dépendance. Le fait que d'autres pays aient changé leur système législatif avant la France, si la France est destinée à le faire, c'est que ça va nous permettre de regarder ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et ça, je pense que c'est une chance. Encore faut-il faire ce travail, c'est un des projets du centre, d'aller justement analyser de près, rendre compte vraiment de manière très descriptive de comment finalement la façon avec laquelle les lois sont écrites, la façon avec laquelle elles sont accompagnées, évaluées et éventuellement remaniées peut impacter ce qui est fait sur le terrain, et réciproquement. Je pense à des législations comme la Suisse où on voit bien les allers-retours entre la loi, la position des citoyens et l'évolution législative. La loi Leonetti dit qu'on peut arrêter un traitement, on peut arrêter tout traitement, même si ça met sa vie en danger, sous réserve de la poursuite des soins. Et c'est toute la dimension de limitation active, de thérapeutique active. Et dans les attendus de la loi, supposons que je sois très gravement handicapé, je suis en tétraplégie, je peux plus du tout bouger, je suis nourri de manière artificielle par une sonde gastrique ou par des perfusions. Je peux considérer que l'hydratation et l'alimentation, dès lors qu'elles sont artificielles, sont des traitements et pas des soins. Un traitement, ça peut s'interrompre. Un soin, ça s'interrompt pas. Un soin, ça s'arrête tellement pas qu'il y a des soins qui persistent après la mort. Chez le patient qui est décédé de mort encéphalique et qui a donné ses organes, on a des soins de réparation tégumentaire avant de rendre le corps à la famille. Moi, je dirais que pour moi, la grande question qui devrait être abordée dans ces débats, qui devrait être au centre des débats, en fait, c'est celle de la mort. Alors, dire les choses comme ça peut sembler évident, mais à mon sens, ça l'est pas, au regard du lexique qu'on emploie finalement autour de cette question, puisque la question qui a été posée finalement dans le cadre de la Convention citoyenne, c'est le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? En fait, poser la question comme ça, c'est déjà, je trouve,
limiter le débat, circonscrire le débat à quelque chose de trop réduit, puisqu'on emploie le terme de fin de vie, et fin de vie, dans la plupart des représentations qu'on a, c'est quand même, ça renvoie à quelque chose d'assez limité. En fait, c'est les phases terminales. On pense un peu phase terminale, donc une définition assez médicale, voire médico-légale de ce que c'est que la fin de vie. Et puis on nous pose la question du cadre d'accompagnement, et là tout de suite ça nous amène à réfléchir un petit peu à finalement est-ce que la loi Claes-Leonetti est bien adaptée, etc. Et c'est comme ça qu'on nous amène à penser les choses, alors que je pense que pour qu'il y ait vraiment débat, qu'on puisse vraiment débattre, il faudrait vraiment élargir ce questionnement, ne pas se limiter à la fin de vie, mais penser la fin de la vie, penser le mourir et la mort. On est toujours surpris parce que au moment du décès du patient type qui arrive, qui souffre, et c'est pas caricatural, ce que je vous dis, c'est aussi un état de fait et qui à un moment donné est soulagé et peut tranquillement faire son chemin, enfin tranquillement, on va dire du mieux possible, avec ses proches. On se rend compte qu'au moment de l'entretien, en fait, du décès, les familles aussi ont cheminé, et finalement tout ce temps où elles sont arrivées en se disant à un moment donné au terme, en entrant dans la chambre, mais quand est-ce qu'il va mourir? J'arrive tous les jours en me disant quand est-ce qu'il va mourir? Et bien finalement tous ces quand est-ce qu'il va mourir arriver au terme du moment justement de ce moment-ci. Ce temps-ci était nécessaire aussi pour qu'ils cheminent. Et en fait, ils le disent bien au moment du décès. Finalement, ils sont plus sereins et plus sereins. Quand on a interrogé l'année dernière l'ensemble des acteurs de soins palliatifs sur cette question-là, avec la loi actuelle ou avec les lois actuelles, le cadre législatif actuel, est-ce que vous êtes parfois en difficulté? Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles vous vous trouvez en difficulté? Et donc 75% des répondants nous disent que oui, ils sont parfois en difficulté avec la loi actuelle. Et on leur a demandé, puisque c'était un questionnaire avec des questions ouvertes, on leur a demandé qu'est-ce qui les mettait en difficulté. Et ce qui était relativement contre-intuitif, c'est que la réponse, c'est que ce qui les met en difficulté, en premier, ce sont des difficultés liées à l'organisation et à l'accès aux soins. L'accès aux soins palliatifs pour les personnes, puisqu'on sait actuellement que c'est seulement à peu près un tiers des personnes qui en auraient besoin qui ont accès aux soins palliatifs. Donc il y a une vraie difficulté là du côté de l'accès. Et puis il y a une vraie difficulté aussi du côté de l'organisation. Comment on pense un système de santé qui évite les ruptures pour les patients qui ont des parcours de soins complexes, qui évite les ruptures, qui évite les difficultés surajoutées par le système, qui évite qui contourne les questions qui sont importantes pour ces patients-là. Comment on pense la question de l'obstination déraisonnable, jusqu'où les soins, jusqu'où on s'arrête, quelle priorité, à quel moment on décide que les priorités s'inversent et que ce qui compte, ça va être moins la quantité de vie que la qualité de la vie pour la personne. Et donc c'est ce que les équipes nous ont dit, c'est que c'était d'abord ça qui les mettait en difficulté, la très grande fragilité aussi actuelle du système de santé, et c'est seulement ensuite que sont apparues les situations cliniques complexes dont on pourrait penser dans le débat que c'est ça qui vient en premier, que la première chose qui met en difficulté, en tout cas les soignants, c'est les situations cliniques complexes, et en fait c'est pas ça. Le droit des patients ne concerne pas que la fin de vie, et que la question de la décision partagée, la question de l'appropriation des droits, elle démarre dès le début du parcours de santé, du parcours de soins. Et ça veut dire rendre tout un système médical capable d'entendre le choix d'un patient, d'entendre de toute façon ce choix s'inscrit dans la législation quelle qu'elle soit, que la législation s'imposera aux médecins quelle que soit la législation, et qu'on doit vraiment totalement sortir d'une position paternaliste où le médecin saurait à la place du patient ce qui est bon pour lui. C'est pas possible de fonctionner comme ça, et ça va de pair avec un système qui informe le patient dès le début, qui lui propose de partager, qui lui propose d'anticiper, qui lui donne les moyens d'être acteur.
Donc ce que je me dis là, en ayant vécu cette histoire, c'est que il y a, je pense, un public, non des moindres. Et là, je me cantonnerai plus au grand âge parce que j'ai connu les maladies neurodégénératives et tout. Bon, ça c'était une partie de mon activité. Mais là, ce grand âge qui n'en finit pas, sur des pathologies chroniques, quand il y a du handicap, quand il y a la solitude qui s'installe, l'isolement social, je pense que cette population-là, on n'en a pas connaissance. Je pense que c'est parce que moi j'étais la fille de ma mère que j'ai eu ces recours et ces questionnements. Le médecin traitant de ma mère se posait pas toutes ces questions-là. Elle exprimait une souffrance existentielle, et il y pouvait rien. Il y pouvait rien et il se contentait, avec beaucoup d'empathie, mais toutefois de venir régulièrement renouveler des ordonnances et voilà. Moi, j'ai beaucoup de réserves sur le fait d'inclure les malades d'Alzheimer dans l'hypothèse où on ouvrirait une aide active à mourir, parce que c'est vrai que il y a l'accompagnement de ces malades qui est très exigeant, témoigne du fait qu'il est possible de donner à une personne qui n'est plus la même une sorte de vie de qualité de vie au présent. Et effectivement, si l'aide active à mourir était possible, on incluait ces personnes, peut-être que le soin, l'accompagnement des malades d'Alzheimer, qui est encore une fois très exigeant, peut-être serait, la solution de facilité serait déjà trouvée. Et c'est vrai qu'il faut aussi ouvrir les yeux sur le fait que il est facile d'induire des demandes de mort chez les personnes en situation de vulnérabilité, de précarité. C'est facile d'induire une demande de mort, et la société aussi peut induire des demandes de mort, au sens où, dans une société marquée par la performance, la productivité, l'idéal de corps jeune, beau, d'esprit vif, etc. Une personne qui vieillit, qui ralentit, qui a des déficits cognitifs, peut se sentir de trop. Donc du coup, c'est toujours la question de l'autonomie. L'autonomie, parfois, est le comble de l'hétéronomie, et l'intériorisation de normes sociales contestables liées à une société qui fait bon marché des plus faibles, humains et non humains. Et du coup, c'est ça. C'est la raison pour laquelle, si on autorise l'aide active à mourir, il faut vraiment circonscrire le sujet. J'entends bien que le seuil que je pourrais définir maintenant, ce sera peut-être pas le seuil quand certains problèmes m'arrivent en ce moment. Bon, en général, ça m'arrive une journée, 2 journées, 3 journées, et je sais qu'il y aura une 4e où je remonterai la pente. Donc la crainte, c'est toujours de faire évoluer ce curseur. Donc si actuellement je le mettais à 5 jours, par exemple, avec certaines des pathologies, je rentrerai pas dans le détail par pudeur, ça sera peut-être pas le cas. Je comprends que ce tableau puisse un peu évoluer, mais déjà, là-bas, c'est le dialogue, une co-construction avec le neurologue qui m'entend, qui n'est pas allusif, qui n'est pas infantilisant, et ensuite un tableau très précis, symptôme par symptôme, avec une grille d'évolution. Et à ce moment-là, une fois que ce qui aura été le seuil de tolérance que je définis pour moi, qui ne sera pas celui d'un autre malade de la même maladie neurodégénérative, c'est de recevoir ce suicide médicalement assisté. On a aujourd'hui, et c'est une très bonne chose, fait des progrès continus en matière de longévité. Et c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut s'en féliciter. Les gens sont de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps. En France, ça fait des années que ça dure. C'est pas vrai depuis 50 ans, mais ça fait des années que ça dure. Mais finalement, aujourd'hui, on est confronté aussi aux conséquences de cette bonne nouvelle. Et on le voit, que ça soit dans les unités de soins à longue durée, dans certains EHPAD, on voit des personnes qui sont dans des états de santé très dégradés. On utilise le terme, même s'il faudrait le discuter, de grabataire en fait.
Et certains médecins qui travaillent dans ces unités de soins à longue durée, voire même dans certains EHPAD, disent en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du soin palliatif pour personnes âgées. Donc un espèce de soin palliatif qui est différent de celui qu'on va mener dans les unités de soins palliatifs, où là, finalement, les gens viennent justement pour une fin de vie qui dure une vingtaine de jours. Ben là, ils disent, on fait du soin palliatif qui peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an, mais on fait du soin palliatif. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en fin de vie, mais pas en fin de vie d'une maladie terminale, en fin de vie de la vieillesse. Dans le bureau dans lequel je consulte, j'ai un mobile j'utilise un poids, ce qu'on met sur les nappes, que j'accroche, c'est des oiseaux, ce mobile, et pour expliquer aux patients qui souvent sont surpris ou en difficulté parfois avec des réactions de leurs proches, de leur dire, ben voilà, quand vous tombez malade, c'est un poids qu'on vous met, mais qui déstabilise tout le mobile. Ça n'arrive pas qu'à vous, ça arrive d'abord à vous, mais ça arrive aussi à tous les gens qui sont en lien avec vous, que ce soit des liens proches ou des liens éloignés. Et alors hier matin, en consultation, j'étais avec un monsieur qui venait pour la première fois, il se lève et il se cogne la tête dans ce mobile qui est en papier, donc et il me dit, pourquoi il y a ça là? Et on venait de faire une consultation qui était plutôt médicale, et assez rapide, il allait pas mal, voilà, il n'y avait pas de grandes difficultés. Je lui explique que pour moi, ça symbolise les familles. Enfin, c'était vraiment plutôt pour lui expliquer, parce qu'on n'avait pas du tout abordé ce sujet-là. Il s'est rassis, et il est resté pendant 1 heure. Il s'est mis à me parler des difficultés conjugales qu'il rencontrait depuis qu'il était malade, sur la perception, l'impression que sa femme comprenait pas du tout ce qu'il vivait, que lui n'arrivait pas à le partager avec elle. Et il me semble que voilà, c'est toute cette richesse du quotidien et toute cette complexité-là qui est qu'on peut pas réduire à des positions théoriques ou binaires. Non, il n'y a pas, l'harmonie, non. Il y a des moments qui sont clairement, qui peuvent être très beaux, où on est vraiment en accord avec le patient. C'est souvent des moments où au départ, je parle en tant qu'aide-soignante pour la toilette, en tant qu'aide-soignante et infirmière, parce qu'on travaille en binôme, toujours, pour avoir une évaluation, vraiment avoir 2 évaluations. Et en fait, on tend à des moments qui sont vraiment très surprenants et assez beaux au cœur même, assez beaux. Très surprenant dans la relation avec la patiente qui, à un moment donné, se rend compte qu'elle a de l'écoute et que malgré ce soin qui, à un moment donné, était compliqué pour elle parce que elle est complètement dépendante et que son corps se dégrade, on arrive à toucher mutuellement quelque chose qui fait qu'il y a vraiment un échange. Donc je me suis posé la question si la loi évoluait vers l'aide au suicide, l'assistance au suicide, qu'est-ce que j'aurais fait? J'avais envie de le faire pour la Suisse, je l'aurais probablement fait pour ma mère, et puis peut-être qu'elle aurait décidé de ne jamais s'en saisir. Mais peut-être que de savoir que c'était une possibilité, ça l'aurait peut-être aidé à continuer. Enfin, tout ça, c'est des suppositions. Mais toutefois, la souffrance qu'elle a endurée, je pense qu'on ne pouvait pas y répondre autrement. Donc, il y a eu... on ne pouvait pas y répondre. Et la société ne peut pas y répondre. Et moi, j'ai pas voulu la mettre en EHPAD, parce qu'en EHPAD, les moyens, j'y travaille, montre que j'avais calculé qu'il y a 1 heure d'aide-soignante par jour par résident. Donc, pour une personne aveugle, j'ai préféré qu'elle ait 7 heures par jour. Donc, voilà, c'est aussi une question sociétale. Et puis, cette question d'accès aux soins palliatifs. Donc il y a mes collègues médecins de soins palliatifs, est-ce qu'ils sont capables d'être plus bousculés sur des souffrances existentielles avérées, et ensuite comment donner accès, comme vous l'avez dit, j'ai eu la capacité à faire appel au réseau du 92, j'ai appelé les unités, j'ai pensé ça, mais grâce au bagage que j'avais, et d'une façon finalement très tardive. En tout cas par rapport à la durée de sa souffrance, quoi. Et trop tardive à mon goût, quoi. Mais je savais qu'on refusera avant. Et quand je dis elle m'a rendu le service d'arrêter de manger, là c'était, mais on arrivait là. On ne peut pas se réfugier derrière le droit qui interdit l'aide active à mourir pour dire aux gens c'est pas la peine d'en parler. Ça paraît une évidence.
très vite, quand on s'intéresse à l'aide active à mourir, on va se dire, mais puisqu'il y a une demande, il faut écouter cette demande. Mais est-ce qu'une demande exprime une volonté ? C'est comme la demande à mourir, c'est quelque chose qui s'entend beaucoup à des moments où il n'en est pas forcément question, ou des moments où c'est pas forcément la fin de vie. L'annonce de la maladie grave, l'annonce d'un état d'aggravation, etc., fait dire à certains malades non mais au moment où on pourra rien pour moi, je préférerais mourir. Cette demande-là, finalement, souvent, ça sonne un peu l'alarme pour les soignants qui font appel à moi, ou à d'autres psys dans d'autres services. En travaillant cette question-là, en pouvant parler de ça, souvent quand même, il y a quelque chose qui peut ensuite se formuler autrement. Ce serait dommage de prendre au pied de la lettre cette demande-là comme une demande à mourir. J'imagine que dans une majorité des cas, c'est une demande d'être entendu dans sa souffrance, et ça, c'est irréductible. Donc, finalement, je ne sais pas si y répondre, ce serait quelque chose de fin et pertinent. En tout cas, la plupart du temps, la question se pose pas. Ce serait dommage de répondre à quelque chose, à mon sens. Enfin, ce serait un peu éluder la question. Je trouve que ce serait plus intéressant de pouvoir penser ça plutôt que de l'agir. Voilà. Je pense au désir de mort, de manière très concrète. La tendance naturelle est de considérer comme pathologique un désir de mort, puisqu'on a des législations sur le suicide, et heureusement, parce que ça reste un enjeu de santé publique majeur. Mais alors, le risque serait de dire, il est systématiquement pathologique tant qu'on n'y a pas accès, mais il est jamais pathologique quand finalement la loi peut reconnaître que c'est un droit, et quand le contexte se justifie, et quand le contexte donne accès aux patients à cette aide active à mourir, lorsqu'elle est sous forme de suicide assisté. L'erreur serait de se dire, cette complexité clinique n'existe pas, et finalement de réduire la complexité clinique à la question du contexte et la question de la loi. On voit, et au départ, tous les militants autour de l'euthanasie, etc., c'était bien des discours militants qu'on va retrouver autour également de la crémation en France. Si la crémation s'est développée, c'est qu'au départ, il y a eu quelques associations très militantes qui ont dit mais laissez la terre aux vivants, etc. Mais ce discours militant et de plus en plus, au regard du processus d'autocontrainte, etc., est de plus en plus reconnu comme légitime dans notre société contemporaine. Parce que les autres discours n'y trouvent plus d'une façon inscrite, d'une façon un peu fondée, leur légitimité. Et donc, dans ce processus d'autocontrainte, eh bien, j'ai le droit, en tant qu'individu, et on voit bien que ce discours militant est dépassé depuis ces dernières années. Ça fait partie d'un processus de choix qui est encouragé tout au long de notre vie. Alors pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de cette possibilité de choix, jusqu'à choisir un suicide assisté, etc. Ce n'est absolument pas un chemin linéaire. Au contraire, enfin, je veux dire, il y a des phases de colère, en fait, de colère, d'injustice, forcément qui explose et qui explose envers les soignants, et au moins ils ont le mérite d'exploser. C'est très bien, en fait, hein. On est là aussi pour accueillir, et du coup, mais il y a des grosses phases où les familles peuvent être ça peut être très compliqué, je vais employer un terme péjoratif, mais très virulente, dans le sens où on est vraiment mis à mal,
Mais après, ça fait partie de notre rôle aussi. On sait que de toute façon, quand il s'agit de la mort et d'avoir un patient qui va décéder, voilà, on est au cœur de l'être vivant en fait, hein, et de toutes les angoisses qui ressurgissent. Donc quand on a interrogé les acteurs de soins palliatifs, donc là je précise bien, hein, il s'agit des acteurs de soins palliatifs, et quand on leur a demandé si la loi changeait et que vous étiez impliqués dans l'aide médicale à mourir, quelle serait votre position? Il y en a 30% qui ont refusé de répondre à la question, presque comme si c'était trop difficile pour eux d'envisager ça, 30% qui ont dit qu'ils utiliseraient leur clause de conscience, et 30% qui ont dit qu'ils démissionneraient. Moi, j'étais très surprise de ce niveau élevé de démission. Alors, qu'elles se produisent réellement derrière ou non, hein, à mon avis, c'est pas ça qui est important. Mais pourquoi on envisage de quitter son poste, surtout si il y a une alternative avec la clause de conscience. Et il me semble que ça vient dire quelque chose de l'engagement des soignants et du sens que ça a pour eux. Ça a du sens pour nous de faire avec les patients cette promesse de non-abandon. Quoi qu'il arrive, on sera avec vous jusqu'au bout et on vous laissera pas tomber. La clause de conscience, elle protège le soignant, elle lui permet de se retirer. Mais je crois pas que c'est ce que souhaitent les soignants, de se retirer. Ils souhaitent au contraire pouvoir être là. Et donc du coup, si ce que je fais perd son sens, il vaut mieux s'en aller carrément. C'est difficile d'expliquer à quelqu'un avec lequel vous êtes dans une relation d'affection, hein, qu'elle soit horizontale, qu'elle soit verticale haut ou bas, donc vers les parents, vers les enfants. Voilà qui va m'attendre et jusqu'où moi j'accepte et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire et comment vous allez de moins en moins voir celle que j'étais il y a quelque temps. Donc là, je pense vraiment que il y a un besoin de renforcement, la structure systématique dès qu'il y a annonce de ces pathologies-là. Hein, parce que pour l'instant, tout ce qui est systématique, c'est si je parle de suicide médicalement assisté, là on se dit oh là, elle va très mal, donc il faudrait que vous preniez tel médicament, il faudrait que vous alliez voir un psychiatre. Non. Quelqu'un qui a recours au suicide assisté, euthanasie, c'est parce qu'il accepte. Il confesse que les thérapeutiques ont échoué, qu'il est dans une impasse et que franchement, c'est plus possible. C'est pas cet orgueil, ce défi. Je crois que ceux qui présentent l'euthanasie suicide assistée comme une revendication pour une liberté ultime ont ce vocabulaire du défi qui est une manière de dire voilà, j'ai pas vécu comme je voulais, mais au moins je mourrai comme je veux. Et c'est pas vraiment c'est pas le bon endroit. C'est un déplacement. Deux types d'aide active à mourir. La première, c'est l'assistance au suicide, et la seconde, c'est l'euthanasie. L'assistance au suicide, ça consiste, après avoir fait tout ce cheminement qui amène à penser, non pas une personne, le médecin par exemple, mais un collectif à qui cette demande aurait été soumise, que la demande correspond à la volonté de la personne. L'assistance au suicide, ça consiste à rendre accessible un produit létal pour la personne. C'est assez intéressant de regarder de ce point de vue ce qui se passe dans les pays qui ont dépénalisé l'assistance au suicide. Près d'un tiers des demandes d'assistance au suicide qui sont jugées conformes à ce qu'autorise le droit en Oregon, c'est-à-dire des personnes qui sont en situation de moyen terme, espérance de vie de moins de 6 mois en Oregon. Dans près d'un tiers de ces demandes, les patients qui pourtant ont demandé ne vont pas chercher le produit létal auquel ils ont droit. Et je crois me souvenir qu'un tiers de ceux qui vont le chercher ne le prennent pas. Ceci signifie que ça n'est pas parce que quelqu'un exprime une volonté et que sa demande correspond à une volonté que ça va aboutir à l'absorption d'un produit létal, donc au décès, au suicide en quelque sorte. L'assistance consistant à permettre l'accès à un produit. Aux Pays-Bas, à ma connaissance, lorsqu'une maladie, et notamment un cancer, parce que je parlais des cancers, qu'est-ce que je connais le mieux, mais lorsqu'un cancer est polymétastatique et qu'à l'évidence, même en phase diagnostique,
On sait que le patient mourra de sa maladie. On va faire plein de choses, on va espérer qu'il meure dans longtemps, on aura quelquefois des traitements qui vont apporter des gains de survie inadaptés. Enfin, c'est toute l'histoire de l'oncologie et des formidables progrès thérapeutiques. Mais n'empêche qu'on sait que cette histoire va mal se terminer. Et il y a des pays comme aux Pays-Bas où d'emblée, c'est une question attendue, normale, que de pouvoir aborder le fait qu'il y aura un décès et de pouvoir d'emblée savoir comment le patient voit les choses. Alors je dis pas que c'est simple et qu'il y a des endroits où la mort s'anticipe aisément. C'est pas ce que je dis. Mais qu'il y a des systèmes de soins qui probablement favorisent plus l'anticipation que d'autres. Et que c'est intéressant de prendre en compte justement une loi dans son contexte et une loi dans un contexte où tout est fait pour anticiper peut ne pas avoir les mêmes effets qu'une loi dans un contexte où l'anticipation est encore extrêmement tardive. On voit aussi les limites de la loi Claeys-Leonetti aujourd'hui. La sédation profonde et continue jusqu'au décès. Quid de sa mise en œuvre avec tout le poids psychologique, toutes les questions éthiques aussi que ça pose aux équipes qui mettent en œuvre ces sédations profondes. Quid de la sédation profonde et continue au domicile? Les soins palliatifs, c'est un mot en fait, même ce terme en fait, je ne l'aime pas parce que, déjà, c'est un terme par défaut. Donc, que voulez-vous faire comment nommer et finalement s'incarner dans un terme. Par défaut, je suis pas en soins palliatifs, je suis dans une unité de soins et qui a cette spécificité-ci de m'accompagner jusqu'à la fin de mes jours. Mais si on pouvait enlever palliatif, je trouve que ça rendrait quand même... la donne serait différente, clairement. Et puis, il y a tout ce travail en amont à faire qui est très important. Rappelez-vous, les soins palliatifs, c'est né dans les années 80 avec le cancer et le sida. Et ceux qui se sont insurgés contre l'abandon des personnes qui avaient le sida ou un cancer inguérissable, ce sont des soignants, des associations, de la société civile qui ont dit mais c'est pas parce qu'on peut pas les guérir qu'on va les abandonner. Et donc notre culture, notre ADN, c'est on n'abandonne pas. Même quand on peut pas guérir, et on ne juge pas de la vie, on ne juge pas on ne juge pas les gens qu'on accompagne. Si vous avez ces deux choses en tête, demain, s'il y a une loi qui autorise une aide active à mourir, il ne faut pas, la seule chose qu'il ne faut pas, c'est ne nous demandez pas à ceux qui accompagnent en soins palliatifs, ou ceux qui accompagnent des personnes en fin de vie, ne nous demandez pas de juger de la vie de l'autre, de juger de la validité de la demande. On ne peut pas juger, c'est antinomique. Et ne nous demandez pas d'abandonner. C'est-à-dire, ne nous dites pas, vous prendrez votre clause de conscience. Non, on veut pas abandonner et on veut pas juger. On a eu 5 plans de développement des soins palliatifs. Enfin, on est actuellement au 5e. Ce 5e plan, tout compris, vraiment, y compris les fonds qui étaient déjà engagés, c'est 170 millions. Ça fait 2 euros par Français et par an. On peut déjà dire d'emblée, ça fait même pas 2 euros par Français et par an. On peut dire d'emblée que ça va pas changer la perception de la fin de vie en France, c'est certain. Et donc, quels moyens collectifs aussi on se donne, et c'est l'occasion d'y réfléchir. Je crois que la société française est assez mûre maintenant pour, malgré ces caricatures qu'on entend, qu'on observe de la part de personnalités médiatiques qui s'expriment très volontiers dans les médias, qui même gesticulent, qui parlent de choses qu'ils connaissent pas. Il y a souvent, parce que
connaître quand même la réalité des arrêts de traitement, connaître les soignants, voilà, et penser quand on délibère pour une loi, il faut parfois penser contre soi-même et instituer le bien commun, et surtout savoir ce qu'il faut pas faire et circonscrire, comme je disais, le sujet. Et donc ça demande un petit peu de travail. Et voilà. Donc du coup, est-ce que les débats seront organisés de telle sorte que les citoyens aient accès à tout cela? Je ne sais pas. Mais je pense que la société quand même est mûre pour une évolution, et que si on ne répond pas à ces cas minoritaires, mais à prendre en considération par une loi équilibrée qui ne détruit pas le dispositif juridique existant, qui ne s'oppose pas à l'esprit de la loi 2016, et qui n'emploie pas un vocabulaire inadéquat. Si on ne répond pas, moi je crains que cette absence de réponse, ce vide, n'entraîne une réaction très violente, et qu'un jour, en changeant de majorité, on ait une loi brutale ouvrant un droit à la mort pour toute personne qui le demande. Il y a un terme que j'entends beaucoup, et que je lis aussi depuis quelques années, depuis que le débat sur le suicide assisté a été un petit peu réactivé en France. C'est le mot rupture anthropologique. Et ce mot, c'est terrible, parce que pour moi qui suis anthropologue, je le vois jamais utilisé par un anthropologue en fait. Mais j'entends tout le temps parler de ouvrir la voie à l'euthanasie ou au suicide assisté, ce serait une grande rupture anthropologique. Moi, j'invite vraiment les gens qui utilisent ces termes-là dans ce contexte-là à lire l'anthropologie avant d'utiliser ce terme-là. Parce que tous les travaux des anthropologues qui sont intéressés à la mort, à la fin de vie, montrent bien qu'il y a une grande diversité de pratiques autour de la fin de vie, et que certaines cultures ont eu ce que Anthony Glasscock appelle death hastening behavior, des comportements visant à hâter la mort de certains de leurs membres. Donc l'idée que ça serait quelque chose de complètement moderne et une vraie rupture anthropologique n'a pas de sens, n'a absolument pas de sens. Au regard de ma position, au regard des accompagnements d'équipe que je fais, etc., l'enjeu de demain aussi autour de ces questions-là, c'est le retour de la fin de vie à domicile. Parce que c'est le choix, on fait des études d'opinion, les Français disent « moi je veux mourir chez moi ». Mais je pense qu'on n'est pas allé, c'est toutes les fragilités des sondages d'opinion, mourir chez soi, oui, mais dans quelles conditions ? Alors j'ai la chance d'avoir des internes futurs généralistes, donc ils voient comment on peut penser la décision palliative, comment on peut se calmer, arrêter de faire des examens complémentaires et inutiles chez les personnes âgées parce qu'il n'y aura pas de traitement, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui doit continuer de diffuser. Donc ce qui me gênerait dans l'évolution de la loi, c'est qu'effectivement on fasse pas en parallèle ce qu'il faut, à la fois sur l'accès, sur la diffusion de la culture, et que l'idée de recourir au suicide assisté serait, je dirais, une façon d'oublier tout le manque. Moi, le vécu de ma mère en service de gériatrie, c'était l'enfer. Donc, on peut avoir envie de mourir quand on est en gériatrie, vraiment. Et je trouve qu'il faut beaucoup de force d'âme pour surmonter ça. Et elle, je pense que c'était avant tout l'idée d'en sortir qui lui a rendu les choses supportables. Mais voilà, donc je trouve que aborder cette question législative au moment où l'hôpital est en crise, au moment où il n'y a pas de moyens, au moment c'est comme si on allait mettre tout ça de côté. Et je trouve ça, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Il y a plus de 30 ans, je viens juste d'être nommé à l'internat, et dans mes lits en médecine, j'ai un patient qui souffre d'un mésothéliome pleural, d'un cancer de la plèvre très grave, et qui est en train de mourir.
Et puis, on est appelé, et puis là, à son chevet, il y a 5 ou 6 personnes autour, et il est en train de suffoquer et autres. Et puis, je vais faire avec mon chef de clinique comme on m'avait appris, c'est-à-dire que on fait sortir la famille, on essaie d'intuber le patient, et puis de faire des gestes de réanimation qui, en fait, sont vains. Et puis, une demi-heure après, le patient décède malgré ou à cause de ces efforts-là qui sont inappropriés. Et puis, on sort la bouche en cœur en disant auprès de la famille, désolé, mais il est parti et il est mort. Ce que j'ai fait ce jour-là, c'est mal. Ce que j'ai fait ce jour-là, par ignorance, j'ai privé cette famille des derniers instants qu'ils avaient avec leur être cher. Maintenant, 30 ans après, je ne ferai pas la même chose. Maintenant, je saurais que la mort est inéluctable. On ferait une sorte de perfusion filée de morphine pour que les râles ne soient pas trop visibles ou qu'ils ne soient pas trop agressifs vis-à-vis de la famille et qu'ils puissent être présents et puis lui tenir la main pour ces derniers instants. Le problème, c'est que il faut pas 10 ans pour faire un réanimateur. Il faut 30 ans. Il faut des nuits blanches. Il faut du doute. Il faut de l'incertitude. C'est de la certitude qui rend fou. C'est pas le doute. Le doute, il est quasi consubstantiel de la foi, ou le doute, il est consubstantiel de la volonté de perfection et de la volonté d'assistance pleine et entière. Tout ce qui arrive, malheureusement, c'est cuit et on n'a que ce devoir de faire en sorte que les familles puissent s'y retrouver, commencer leur deuil. Les champs mortuaires, paradoxalement, sont des véritables lieux de vie où il y a une transition qui se fait. C'est le patient, il est mort, il est encore dans un service et il n'est pas encore parti définitivement. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. C'est peut-être très incongru d'entendre ça, mais il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et en même temps, le vrai départ, c'est la fermeture du cercueil, l'inhumation ou la crémation. Donc on a vraiment ce besoin d'exister. Je trouve qu'on doit absolument faire partie de la chaîne du soin. Franchement. Que l'on croit ou qu'on ne croit pas, que l'on ait c'est ça. C'est vraiment le passage, voilà. Le moment où après, et très souvent on voit les gens qui veulent venir tous les jours voir un proche, parce que tant qu'il est là, il n'est pas parti, quoi. Apprendre à réfléchir. Apprendre à penser les limites. Les limites de la vie. Les limites du sens. Les limites du supportable. Apprendre à douter de ce qui est bon pour autrui ou de ce qui est bien pour autrui. Apprendre à travailler collectivement, de façon interdisciplinaire, pour appréhender des situations complexes qui font appel à des compétences dont nous ne disposons pas tous. Je suis médecin, je n'ai pas de compétences dans ce qui pourrait relever de la souffrance sociale des personnes. Donc on voit bien qu'il y a là une nécessité de travailler pour qu'émerge une vraie compétence autour des questions éthiques que pose la fin de la vie. Si tant est que tout le monde est bien informé, si tant est que le législateur est bien informé, on peut légitimement se poser la question d'une loi, considérer que c'est quelque chose qui doit être inscrit dans le registre des libertés. La question peut se poser, mais en tout cas, il est difficile d'entendre qu'elle soit posée sur une carence de la loi actuelle lorsqu'elle n'est pas connue et lorsqu'elle n'a pas été évaluée. C'est ça qui ne va pas. Or, elle ne pouvait pas être évaluée puisqu'elle n'a pas prévu son évaluation dans son texte. Les actes qui sont prévus ne sont pas décrits, n'ont pas de nom. Il n'y a pas de code pour la sédation profonde et contenue jusqu'au décès. Il n'y a pas d'endroit. Il y en a un maintenant, mais il n'y en avait pas à l'époque. Il a été prévu, le registre, pour noter ces directives anticipées, mais il n'existait pas. Et donc, on a construit une loi qui n'intégrait pas les conditions de son évaluation. C'était sûrement techniquement très compliqué. Mais du coup, on a une loi aujourd'hui qui est mal connue et pas évaluée. Donc, qu'on dise, parce que cette loi, à l'évidence, ne suffit pas, il faut la changer, ça pose quand même question. Qu'on dise, il faut changer cette loi parce qu'il est important que la législation intègre un certain nombre de droits, c'est une autre question. Si je fais mes cils charbonnés et mes yeux de plus de lumière et mes lèvres plus écarlates, demandant à tous les miroirs
Si tout est comme je veux, nulle vanité je recherche le visage qui fut le mien avant qu'il n'y ait le monde. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le